Ok. Non mais qu'est-ce qui m'a pris de faire un enfant à notre époque, en temps de crise, et en plus à 40 ans? Autant te le dire tout de suite, Gaspard, ta mère a perdu toute forme d'insouciance. J'ai peur pour toi tout le temps. Dans quel monde tu vas grandir? Un monde meilleur, j'espère. Ton monde, il sera sûrement très différent du mien. Mais à quoi ressemblera ta vie dans les 30-40 ans à venir? Quelles innovations vont faire surface et changer la façon de vivre de nos enfants? La vitesse exponentielle des progrès et découvertes scientifiques de ces 50 dernières années va-t-elle s'accélérer encore? Pour le meilleur ou pour le pire? Alors autant te le dire tout de suite, Gaspard, seul le meilleur m'intéresse pour toi. Je suis d'accord. Moi aussi, je veux que ce soit moins pollué, tout ça. Eh oui, on est bien d'accord. Bien sûr. En 2030, tu vas faire ton entrée dans l'âge adulte, Gaspard. Ce qui est sûr, c'est que ta génération devra se responsabiliser pour que votre quotidien rime avec bien-être et que la planète ne devienne pas une énorme poubelle. Et il y a du boulot. Parce que dans 15 ans, la population mondiale pourrait atteindre les 8 milliards. Gaspard, tu ne seras décidément pas seul sur Terre. Toi et ta génération, vous devrez apprendre à vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est encore le règne de la surconsommation et du suremballage, comme ici dans un supermarché japonais que j'ai visité. Chaque fruit et légume a sa collerette et son plastique, emballé 2 fois donc. Moi, à 18 ans, j'avais jamais, mais alors jamais prononcé le mot tri. À cette époque, on mettait tous nos déchets dans une seule et même poubelle. Et on jetait nos papiers par terre, sans se poser de questions. Ah si, quand même, on essayait de les mettre dans le caniveau, je suis bête. Je me demande alors si ta vie à toi, Gaspard, en 2030, elle rimera vraiment avec 0 déchet. La poubelle moyenne en France, c'est par an et par habitant 380 kilos de déchets. Alors comment réduire? Les pionniers d'un monde sans déchets existent-ils déjà? Direction San Francisco, en Californie. Cette ville de 800 000 habitants s'est fixée comme objectif le 0 déchet en 2020. Un but jamais atteint par une aussi grande ville dans le monde. Une poubelle, c'est 30% de produits organiques, 30% d'emballage et 30% de déchets électroniques. Pour réduire, il s'agit d'abord de valoriser le recyclage et le compostage. Tous les San-Franciscains sont depuis longtemps acquis à la cause. Chaque matin, les camions poubelles de la société Recology collectent les déchets organiques de la ville entière. C'est à 1 heure de route, à Vacaville, que les camions viennent ensuite déverser des tonnes et des tonnes de restes de nourriture, d'herbes coupées et de branchages. Donc ici, on est dans l'endroit où les camions arrivent. Oui. Quand ils ont pris les poubelles de compost à San Francisco, ils reviennent ici? Oui. C'est la première étape? Ils arrivent très tôt dans la matinée et ils déchargent. Et puis il y a cette machine là-bas qui trie. Donc s'il y a une erreur, quelque chose qui ne devrait pas se trouver dans le compost, comme par exemple un sac en plastique ou une chaussure de tennis, on l'enlève dès le début parce qu'on veut faire un compost. Le compost parfait. Oui, on veut utiliser un très bon compost pour les fermes. Donc on veut un compost fait d'épluchures de légumes et de plantes. Donc ici, Bob, c'est l'étape ultime, c'est le compost. Le compost parfait, quoi. Oui, c'est l'endroit du compost fini. On en fait des grands monticules. Laissez-moi vous montrer. C'est très chaud. Très chaud, vous voyez? Ah, c'est chaud? Ah oui, c'est très chaud. Et la récolte du compost, elle est très répandue à San Francisco? Je veux dire, c'est banal pour les gens? À San Francisco, chaque maison, chaque foyer, chaque bureau, tout le monde participe au principe du compost parce que c'est tellement facile. Mais si c'est si facile, alors pourquoi la conscience écologique n'est pas plus répandue? Une partie des raisons, c'est que nous n'avons pas progressé au niveau institutionnel.
En Europe, il y a plein d'incinérateurs. C'est le système d'aujourd'hui. Dans le futur, on va aller vers une approche moderne, dont toute la planète bénéficiera et dont tout le monde bénéficiera. Le compost aide à faire pousser de la nourriture saine, une nourriture qui retourne dans les villes pour améliorer votre santé, pour améliorer la santé de vos enfants. Avec ça, vous pouvez remplacer les produits chimiques et ainsi aller vers un futur plus naturel, plus sain. Je peux en prendre pour le ramener à Paris? Oui, je vous en prie, comme ça vous pourrez le donner à Monsieur François Hollande. Ah, François Hollande, oui, bonne idée. Mais c'est très important pour lui de voir cette chose si simple. Oui. C'est sain pour notre planète et nos enfants. Ok, je lui en donnerai pour les jardins de l'Élysée. Alors ces gens, sont-ils idéalistes ou réalistes? Une famille californienne en a fait un véritable combat et applique au quotidien l'objectif du zéro déchet. À sa tête, une Française d'origine, Bea Johnson. J'ai rendez-vous avec elle sur le parking d'un supermarché de Mill Valley, dans la banlieue de San Francisco. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je me demandais si c'était vous, en fait. Évidemment, je cherchais plutôt quelqu'un qui n'était pas un canon absolu. Bonjour. Enchantée. Agathe, enchantée. Bon, alors là, on va faire les courses. Il y a quoi, là, dans le cabas? Donc il y a des bocaux et des sacs en tissu pour acheter ma nourriture en vrac. D'accord. Donc on n'achète rien emballé, quoi. C'est ça le principe. Non. Ça, le caramel. Donc zéro déchet, c'est pas régime non plus, hein, forcément. Je préférerais que vous le mettiez directement dans le pot et ne pas utiliser le plastique. Merci. Thank you. Thank you. Merci bien. Et ça, par exemple, impossible, quoi. Le plastique, surtout quand il est dans un frigo, il y a une lampe qui est à côté, qu'il chauffe le plastique il se transfère dans la nourriture. Ça fait tellement longtemps qu'on n'utilise plus de produits emballés dans du plastique qu'on a retrouvé, si vous voulez, un certain goût qui nous permet de détecter quand un fromage a été en contact avec du plastique. Mais je peux comprendre. Moi, j'aime pas l'idée non plus, quand même. C'est le beurre de cacahuète américain. J'adore. Tu sais que j'ai fait une soupe à la citrouille, là. Et j'ai mis juste une petite cuillère de beurre de cacahuète. C'était pas mal. Il faudrait que j'essaye ça. Hyper bon. Déjà, c'est bien d'avoir un supermarché comme ça. Parce que des olives comme ça, par exemple, vendues... Mais ça, vous pouvez le trouver en France, dans les marchés, aux halles. Moi, je trouve qu'en France, en fait, il y a certaines choses qu'on peut trouver en vrac qu'on ne peut pas trouver ici. Par exemple, le beurre. Vous pouvez l'acheter en vrac si vous allez aux halles. Vous pouvez trouver la crème fraîche en vrac, les œufs en vrac. Est-ce que ça a un coût de vivre comme ça? C'est plus cher? Ah non. Ça fait d'énormes économies. Non, that's it. Thank you very much. Quand on a commencé avec le zéro déchet, mon mari il me disait ça nous coûte trop cher. Enfin, je suis sûre que ça nous coûte trop cher. Je lui dis t'as qu'à comparer nos reçus d'avant avec ceux d'aujourd'hui. Il s'est aperçu qu'on faisait 40% d'économie. 40%. D'abord, il faut comprendre que quand on achète en vrac, on fait 15% d'économie direct parce que on ne paye pas le prix de l'emballage. Ensuite, on achète d'occasion quand on doit acheter un bien matériel. Alors moi, pour le moment, je suis pas encore prête, mais peut-être qu'à la fin de la journée. Ah d'accord. Super. Retour à la maison. Alors d'extérieur, ça a l'air vraiment trop beau. Et disons que à l'intérieur, c'est assez minimaliste. Ça ressemble pas du tout à chez nous, Gaspard. Bon donc Béa, là on est bien d'accord, il n'y a pas de poubelle alors du coup dans cette cuisine? Non, pas de poubelle. On a un bac à compost et un bac à recyclable. Donc là, vous mettez quoi, les pelures de légumes Voilà, mais aussi, donc si je coupe les cheveux des enfants, les ongles du chien, ou les balayures, ou même les peluches qu'on sort du sèche-linge, on les met dans le compost. Alors j'ai bien compris un truc, c'est que avant de recycler et de composter, la famille Johnson vit autour de 3 concepts. Refuser ce dont on n'a pas besoin, réduire notre consommation et réutiliser au maximum. Et bon, il y a quand même des trucs que vous jetez quand même. Donc ça, c'est nos déchets pour l'année 2013. Ça, c'est vos déchets pour un an?
Ouais, nos déchets d'1 an pour notre famille de 4. Donc là, il y a les enfants et tout aussi, quoi. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, donc ça, c'est la salle de bain. Ah oui, mais c'est pareil, c'est épuré. Ah oui, à fond, très quoi. simple. Ok. Attention, t'es dans la douche. Ah, pardon. Donc là, il y a... Ah si, il y a quand même... C'est du shampoing? En fait, il y a tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire, parce que là, moi, moi, ça, c'est 1/10 de ma salle de bain. Donc ça, c'est du démêlant que j'achète en vrac. Ouais. Donc je mets directement dans une bouteille en verre. Et ça, c'est un savon qu'on utilise de la tête aux pieds. Donc on se lave les cheveux avec ce savon, on l'utilise sur le visage, sur le corps, et mon mari aussi l'utilise pour se raser. Bon, alors là, je vois, il n'y a pas de brosse à dents, il n'y a pas de maquillage, Si, il n'y a pas de déodorant. C'est là. Ah d'accord, c'est caché. Ah. Ça, c'est tous nos produits pour l'hygiène et les cosmétiques. Béa fabrique elle-même son maquillage. Rimel, poudre, rouge à lèvres, même l'aftershave de monsieur. Pour le reste de la maison, même pour la chambre des enfants, le seul produit utilisé, c'est le vinaigre blanc. Et les enfants, vos enfants, ils n'ont pas de frustration, ils veulent pas plus de jouets, ils veulent pas plus de vêtements comme leurs copains, il n'y a pas ça? Nos enfants, ils savaient même pas qu'on faisait 0 déchet quand on a démarré. Ça faisait 6 mois que je faisais 0 déchet et qu'ils n'avaient même pas remarqué en fait qu'on le faisait. Rien que de voir tout ce que ça a apporté, ce que le 0 déchet a apporté à notre famille, je peux que m'imaginer un magnifique futur que ce que ça pourrait faire dans le monde. Réconcilier vie active et respect de l'environnement, je dirais que c'est une question de survie pour l'humanité. Là, je crois qu'on n'a plus tellement le choix, ou à moins d'avoir un scénario un peu suicidaire où on est dans une accélération de la destruction de la planète. Je pense qu'on n'aura pas le choix. En revanche, il y aura aussi toujours ces questions de double ou triple vitesse. Vous allez avoir des acteurs qui vont être plus concernés que d'autres, qui vont peut-être être davantage militants, qui vont essayer d'entraîner les autres, avec des acteurs qui vont être un peu plus à la traîne de ces questions environnementales. Mais c'est absolument nécessaire pour la planète. Le monde entier essaye de régler la question du changement climatique. Et pour l'instant, on le traite sur le mode de la punition. Taxe carbone, protocole avec des objectifs à atteindre, etc. Comme dit ma femme, ce n'est pas si compliqué. Tout ce dont je parle se fait déjà à plusieurs endroits sur Terre. Ça prouve que c'est possible. On doit tous le faire maintenant. Qu'est-ce que c'est, Gaspard? Je sais pas, Gaspard, si tu voudras vivre comme Bea Johnson, mais tu pourrais y être un jour obligé. Et puis, 0 déchet, ça veut dire 0 incinérateur, donc moins de pollution dans l'air. Même si les voitures polluent toujours autant aujourd'hui. Tiens, voilà ce que je te souhaite, moi. Une voiture qui pollue pas du tout. Parce que moi, j'ai appris à conduire dans ça. Ou bien ça. Les voitures automatiques, on connaissait pas, la clim et les vitres électriques non plus. Et quand il faisait très froid, on se servait d'un objet que tu connaîtras jamais, le starter. Depuis, les ordinateurs ont investi les voitures et je me demande bien à quoi elles ressembleront, les vôtres, en 2035. Dès qu'on ouvre un journal, on parle révolution technologique. Alors ma première question, c'est est-ce que le permis de conduire aura encore une raison d'être? Aura-t-on toujours d'ailleurs un volant entre les mains? La voiture de Monsieur Tout-le-Monde dans 20 ans, d'abord, elle consommera très très peu. Elle sera à 2 litres au 100 et peut-être moins. Elle aura une pression sur l'environnement qui sera beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Les émissions de polluants seront quasiment nulles. La mobilité rimera avec une certaine citoyenneté. La voiture sera économe en carburant, sera sûre, et je pense sera beaucoup plus plaisante, sera beaucoup plus intuitive, c'est-à-dire qu'elle vous correspondra à vous, à votre état de santé, à votre état d'humeur. Plus qu'une voiture, ce sera cette possibilité de vous déplacer quand vous voulez, où vous voulez, en toute sécurité et en toute quiétude. La société Valeo, grand équipementier automobile, investit beaucoup dans la recherche pour concevoir la voiture intelligente. Je me rends dans leur centre à Bobigny pour tester 2 systèmes made in France. Xavier, Bonjour Agathe. c'est vous que je cherche. Bon, alors il paraît que c'est la voiture du futur, là. C'est la future voiture de mon fils.
Voilà, donc il y a des petites nouveautés par rapport à ce que vous connaissez pour une voiture classique. Oui. D'abord, il y a une conduite assistée avec une tablette. C'est-à-dire, c'est vous qui allez conduire, vous allez prendre la main sur la voiture. Ah, je conduis avec la tablette. Oui. Mais pour des raisons de sécurité, je vais rester au volant quand même. Je pense que c'est mieux, effectivement. Vous pouvez faire tourner le volant, vous pouvez tourner le volant un petit peu. Voilà, alors plus doucement. Ah oui, d'accord. Plus Vraiment doucement, tout en fait. doux, quoi. Des mouvements très lents. C'est impressionnant, D'accord. hein. Mais il vaut mieux que je regarde, il faut que je regarde la tablette et pas le volant parce que c'est, voilà, sinon Mais vous allez regarder devant, surtout. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va. C'est mieux. Vous avez peur maintenant? Non, C'est bien pas fait. du tout. Bon, ben, On y va? Ouais, on est parti. Allons-y. Je vais hyper doucement. D'accord. On va prendre le virage, donc, Ah, il faut aller à gauche? à gauche. On va faire un tour de parking. Pour l'instant, il n'y a pas d'application au quotidien du contrôle de la voiture à distance. En revanche, la voiture peut déjà se garer toute seule. Un jour, elle cherchera même une place. Je t'envie, Gaspard, hein? C'est dingue, c'est une sensation de fou Donc là, de vous pouvez conduire avec une freiner. tablette. Hop, et là je freine. Clac. Ah, mais par contre, avec le doigt, je freine moins délicatement qu'avec le pied. Le deuxième système à tester, c'est le freinage d'urgence. Du coup, c'est dans quel contexte? Ça sert évidemment pour pas écraser les piétons, des trucs comme ça. Donc, c'est un contexte de sécurité active. Donc, la sécurité active, en fait, ce sont tous les systèmes qui vont permettre d'empêcher ou de limiter les effets des accidents. Donc là, c'est là que Chucky intervient. Il s'appelle Jerry, je sais que ça va vous énerver si je l'appelle Chucky, mais Voilà, il fait très peur. Donc là, on va essayer, en fait, d'anticiper les accidents pour soit les éviter, soit limiter les effets. On y va? Bon, on y va, allez, c'est parti. Ça vous est déjà arrivé de l'écraser pour de vrai ou pas? Ah oui, d'accord. Oh, c'est hyper flippant. Donc, je n'ai pas touché la pédale de frein. Il y a eu d'abord une alerte Oui. pour le conducteur, pour lui dire Donc là, attention. c'est le bip? C'est le bip qu'on a entendu. D'accord. Pour dire attention, il y a un danger, il y a un piéton qui se trouve sur la trajectoire de la voiture. Et comme je n'ai pas réagi, la voiture a réagi toute seule. Donc là, vous n'avez absolument pas freiné, on est Voilà. d'accord? Alors le but, bien sûr, est non pas de se substituer au conducteur. On n'a pas envie de prendre la main sur le conducteur. C'est celui de l'accompagner, en fait. Mais c'est vraiment un système d'urgence. Je propose à Guillaume de faire une dernière fois l'essai, mais sans qu'il regarde la route. Une situation plutôt délicate pour lui. J'ai jamais fait ça. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Donc là, Xavier, on fait comme si on était mari et femme, on est un peu en train de se disputer sur les vacances. Donc moi, j'ai absolument aller dans le sud-ouest, quoi. Tu vois, mon chéri, parce que je veux dire, là, au moins, il fait plus frais. J'ai trop peur, la Provence, la météo, c'est quand même trop difficile, quoi. Tu vois? Ah Ça fait peur, hein. Non, mais c'est vrai, c'est hyper flippant. J'arrive pas, en fait. Je suis désolé, j'arrive pas à être naturel, là. Mais non, mais je comprends. Non, mais il y a pas de problème. Ça marche. Ça marche, c'est ça qu'on veut voir. Non, mais je comprends que vous n'arriviez pas à être naturel, parce que normalement, dans la situation, on ne saurait pas qu'il y a cet enfant qui fait très peur. À force de rendre les voitures intelligentes, les ingénieurs d'aujourd'hui nous permettent enfin de croire à la fameuse voiture autonome. Ce sera sans nul doute celle avec laquelle la génération du millénaire passera son permis. On peut penser que la voiture sera modulaire, s'adaptera exactement à vos besoins. Petite en ville, grande... Ah oui, elle va s'allonger quand on est sur l'autoroute, elle va se réduire quand on est en ville. S'adapter. Complètement s'adapter, être complètement modulaire, s'adapter à vos besoins, vos envies. Vous ferez autre chose, la voiture vous donnera du temps libre et vous redonnera finalement une liberté. C'est ce qu'on appelle au doigt et à l'œil. La voiture va se diriger naturellement. Plusieurs prototypes de voitures autonomes sont à l'essai aujourd'hui. La Link & Go en est une. L'habitacle de la voiture se transforme en un petit salon. Tu pourrais même, Gaspard, y prendre l'apéro avec tes copains. La voiture autonome offrira une connectivité permanente et permettra, par exemple, un système de covoiturage en temps réel. Eh bien, apparemment, la jeune génération se fiche pas mal de posséder une voiture. Les jeunes gens d'aujourd'hui veulent avoir accès à la mobilité et non pas la possession d'un véhicule. Ça, c'était bon pour leurs parents et leurs grands-parents. Ils veulent s'inscrire à un système de partage de voitures, utiliser une application qui les connecte à un serveur muni d'un système GPS. Ils veulent ainsi localiser le véhicule le plus proche, être pris en charge jusqu'à leur destination et payer en ligne.
Les jeunes générations veulent passer de la propriété à l'accès. Ils cherchent la mobilité et non cet objet à posséder que l'on appelle une voiture. Chaque voiture partagée correspond à 15 voitures produites en moins. Avant de se généraliser, la conduite des voitures électriques autonomes pourrait se faire dans un premier temps sur les autoroutes, comme en Californie depuis septembre 2014. Mais si vous voulez rouler avec, il faut quand même souscrire une assurance de 5 millions de dollars. Bon, en tout cas, Gaspard, j'imagine un peu mieux ta future voiture. En revanche, je pense que ce seront plutôt mes petits-enfants qui pourraient un jour conduire ce prototype de voiture volante. Bon alors récapitulons, on essaye de trouver des solutions pour la pollution des incinérateurs, pour la pollution des voitures, mais on n'a pas parlé de la pollution de nos maisons. J'ai lu qu'il valait mieux rester au bord du périph' d'une grande ville que dans un appartement les fenêtres fermées. Mon premier appart à moi, j'avais 23 ans. Et à mon époque, Gaspard, sous ce magnifique papier peint, il y avait un petit peu de plomb. Il y avait aussi de l'amiante. Le seul truc en fait qui était un petit peu bio, c'était les termites parfois. Ah, je rêve pour toi d'une maison saine. Attention, pas avant tes 25 ans, parce que t'as pas du tout le droit de partir de la maison avant. Aujourd'hui, on voit se multiplier des solutions alternatives pour recycler de façon intelligente la chaleur qu'on produit au quotidien dans nos habitats. Tu pourrais, Gaspard, par exemple, vivre dans un appartement partagé autosuffisant, comme ceux de l'Avance à Montreuil. Un bâtiment à énergie positive, capable de produire plus d'énergie que ce dont il a besoin. Bonjour, je viens vous embêter un petit peu. Ouais, allez-y. Je viens visiter l'appartement. D'accord. C'est pas pour le prendre. Est-ce que vous saviez quand vous l'avez pris que c'était un appartement écologique ou pas du tout? Pas du tout. En fait, on l'a visité en vraiment 2 minutes et en fait, on a plus craqué sur l'appartement lui-même. Et après, on a su qu'il était économie d'énergie, écologique, etc. Et là, c'était le petit plus, en gros. D'accord. Alors justement, les factures, vous avez vu une différence? Complètement. Les graves, vraiment là, sincèrement, on paye 29 € par mois. D'électricité? D'électricité, et ils ont surestimé apparemment, parce qu'on a des panneaux solaires sur le toit. Oui, oui. Et du coup, on a payé plus que ce qu'on devrait, donc on va être Donc ça fait 15 € chacune, et en plus vous allez être remboursé. C'est ça, c'est ça, exactement. Alors quel est le secret pour faire de telles économies? Le principe, il est simple. Recycler les eaux usées pour produire en partie l'énergie qui chauffera l'eau et les appartements. Alors expliquez-moi un petit peu comment ça marche. Donc là on est dans le sein des seins, on est dans le cœur de l'immeuble et c'est ici en fait qu'on recycle en fait. Je peux parler de recyclage ou pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les calories des eaux grises, c'est-à-dire l'évacuation des salles de bain et des cuisines, sont récupérées par ce serpentin en cuivre dans lequel circule l'eau chaude sanitaire qui alimentera les mêmes salles de bain mais aussi le système de chauffage central de l'immeuble. Ça, c'est la première façon de récupérer des calories, plutôt que de les rejeter à l'égout. Ouais. Et c'est la première façon de préchauffer l'eau et donc de faire des économies, parce qu'on tirera moins sur la pompe à chaleur gaz, de cette façon-là. Okay. Cette eau qui est préchauffée, elle est stockée dans ces grands ballons d'eau chaude qui sont collectifs. Le bâtiment consomme juste le gaz nécessaire pour mettre l'eau à bonne température. Donc on comprend mieux pourquoi est-ce que c'est super économique, quoi. Exactement. Bon. D'après ce que me dit Tristan, ces appartements à énergie positive restent à l'achat plus cher que des appartements classiques. Pourvu que dans le futur, ils se banalisent et que tu puisses, Gaspard, t'en offrir un. Bon, je suis convaincue, mais pas au bout de mes surprises. Il existe à Hambourg, en Allemagne, un quartier entier avec des immeubles alliant prouesse architecturale et développement durable, puisque chacun innove en matière de production d'énergie. Bon, on est bien d'accord, ça n'a pas du tout le charme de l'ancien. Parmi ces bâtiments, il y en a un qui est inattendu, la Algenhaus. C'est-à-dire maison aux algues. Et c'est une première mondiale. L'énergie de ce bâtiment est en partie produite par des algues contenues dans la façade. Alors, ce que vous voyez ici, ces modules, c'est ce qu'on appelle des bioréacteurs. Dans ces modules, il y a de l'eau, et dans cette eau, des algues, et les algues utilisent la lumière du soleil pour grandir. Donc, c'est la photosynthèse.
En grandissant, les microalgues fournissent une grande quantité d'énergie qui sera reconvertie en chauffage grâce à un bioréacteur. Ce qui est fou, c'est qu'on a vraiment l'impression que la maison vit, qu'elle respire. C'est à cause des bulles. Les bulles montent et puis vous avez les mouvements de l'eau et le son. Les habitants de la maison disent parfois que c'est comme de la méditation. C'est comme vivre au bord de la mer. Et pendant la nuit, quand ils ne veulent pas méditer, quand ils veulent dormir, on coupe le système, donc c'est calme pendant la nuit. On n'entend rien parce qu'on arrête les bulles. Et ça sent pas mauvais? Non, il n'y a pas d'odeur. Non, parce que quand on voit des algues et du soleil, forcément on se dit que ça sent. Enfin, c'est vrai que ça sent rien. Les algues produisent de l'oxygène, donc l'air qui monte dans les colonnes d'eau est enrichi avec de l'oxygène. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir les fenêtres quand vous vivez dans ces appartements? Oui, on pense à utiliser cet air pour le mettre dans des tunnels par exemple, pour améliorer la condition de l'air dans les tunnels des autoroutes. Réutiliser un air plein d'oxygène dans les zones polluées, ça fait rêver, hein. Parce que c'est horrible, ça me fait quand même toujours quelque chose de te mettre dans ta poussette. Heureusement, il existe encore plein d'autres initiatives pour ramener du vert dans les villes. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'un concept un peu fou, celui de ferme verticale, développé à l'origine par Dixon Despommiers, qui est professeur à l'Université de Columbia à New York. L'idée, elle est simple. Produire des quantités significatives de produits alimentaires dans des tours, dans des structures verticales, comme celle dessinée par SOA Architects, de manière à produire plus sur une faible emprise au sol. Il en existe 2 dans le monde, dont une à Tokyo. Malgré le manque de toit, Gaspard, c'est en plein mois de juillet que j'atterris dans la capitale japonaise, une des villes les plus peuplées au monde, 37 millions d'habitants. Cette ferme verticale se trouve dans l'immeuble de la firme Pasona, une société japonaise de recrutement. J'ai besoin de voir de mes propres yeux si les salariés peuvent parler travail tout en dégustant des fruits et des légumes qui poussent dans leur propre salle de réunion. Quand on arrive, on est étonné parce que on voit sur la façade une multitude de fleurs. Est-ce que c'est pour le plaisir des yeux seulement ? Le fait que l'on mette de la verdure sur les murs, ce n'est pas que pour l'apparence. Ça permet aux employés de se sensibiliser à l'agriculture au fil des 4 saisons, mais aussi de leur procurer de la sérénité et du réconfort. De plus, tous les employés enlèvent les feuilles mortes et je pense que ça permet de les éduquer et de les instruire sur l'environnement et l'agriculture. Alors pourquoi est-ce qu'à la base, ils ont décidé de faire ça ? Quel a été le moteur ? Le moteur de cette initiative, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'agriculture et comprennent qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce domaine. Ensuite, il s'agit de plantations dans un bâtiment qui pousse sans engrais et que l'on peut donc consommer immédiatement. Donc, ça participe d'une part à la santé des employés et d'autre part pour l'environnement. C'est un bâtiment qui contribue au bien-être de la société. Vous seriez d'accord que je me fonde dans l'entreprise et que j'ai le droit de prendre une tomate pour la goûter? Parce que là, j'ai quand même très hâte. Oui, oui, faites-vous plaisir. Celle-là. Trop bon, pêche. Alors pour vous, est-ce que c'est l'entreprise du futur? Oui, étant donné que ces bâtiments mêlent un environnement de bureau avec une nouvelle forme d'agriculture, j'espère que ce sera vraiment un modèle pour le futur. Donc chaque jour, nous faisons des efforts pour que ce soit toujours de meilleure qualité.
200 espèces de fruits, légumes et plantes poussent dans une terre très fertile avec des technologies modernes pour optimiser les récoltes. Petit bémol, cela requiert une consommation d'énergie supplémentaire, évidemment. Mais Passona voulait surtout sensibiliser au déclin de l'agriculture et créer un espace de travail plus qualitatif pour ses employés. Et en ce qui me concerne, le message est passé. Produire la nourriture à proximité de ses consommateurs, c'est aussi le credo du mouvement des jardins partagés. Il date d'après-guerre mais revient aujourd'hui en force dans les grandes villes comme à San Francisco. Il s'agit d'éduquer les citadins à la culture biologique. Ah, moi j'adorerais avoir mon propre potager à la maison, au bureau, le faire pousser sur mon parquet. Je te souhaite de pouvoir choisir où tu vas vivre, Gaspard, choisir une maison qui te ressemble. Bref, je te souhaite d'avoir le choix, quoi. Pas de câlin, pas de câlin, non, pas de câlin. On peut très bien avoir un habitat qui soit pensé, conçu par des individus, plutôt qu'être pensé et conçu par des architectes et autres, mais par des individus eux-mêmes qui décident de la façon dont ils veulent vivre ensemble, de la façon dont ils veulent utiliser de l'énergie et aussi leur propre énergie individuelle. C'est comment est-ce qu'ils veulent vivre ensemble, qu'est-ce qu'ils veulent partager, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur futur et comment le quotidien peut se réinventer. Parce que quand j'ai quitté le nid familial, c'était rare d'avoir l'appartement de ses rêves. Dans le futur, tu pourrais donc avoir une maison écologique qui, en plus, réponde à tes besoins. Mieux encore, tu devrais pouvoir la faire imprimer. Et donc la personnaliser à son paroxysme. J'ai du mal à imaginer, moi, ce que ça veut dire imprimer une maison. Et je vais aux Pays-Bas parce que c'est à Amsterdam que je peux en voir l'application réelle. Des architectes y ont lancé un immense chantier, celui d'une maison entièrement imprimée et conçue par ordinateur. Alors qu'est-ce que ça imprime ? Ça imprime des maquettes de la maison à l'échelle 1/100. Ah, ça ce sont les pièces de la maison, et ça imprime la maison en petit. donc ça imprime vraiment là. On n'a pas l'impression, hein ? Si on regarde, on voit bien les différentes couches. Mais ce sont des couches ultra fines. Oui, très fines. Vous pouvez le voir là, par exemple, sur cet objet. Quand vous mettez votre doigt, vous pouvez sentir que ça a été fait couche par couche. Et du coup, c'est très solide. Oui, c'est très solide. Ça, c'est l'entrée, la première pièce qu'on imprime en ce moment. Donc ça veut dire que ce qui est imprimé ici est imprimé en grand là-bas ? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'entrée. Et tout va être imprimé morceau par morceau, comme ça ? Ah là, vous avez les escaliers. Là, j'ai bien peur de ne pas réussir à la remettre dans le bon ordre. Tosha, vous pouvez m'aider parce que je... Oh non, je vais me tromper moi aussi. Ça ne va pas être drôle. Non, c'est pas très drôle parce que l'architecte va se fâcher et tout ça. Non, vous inquiétez pas. Les fichiers de modélisation utilisés pour imprimer la maison en taille réelle sont exactement les mêmes que ceux utilisés pour imprimer le modèle réduit. Sur le chantier, c'est la Kammer Maker qui est à l'ouvrage. C'est une immense imprimante 3D placée dans un conteneur de 6 mètres de haut. Le principe, imprimer séparément chaque pièce de la maison, tester leur solidité et viabilité, puis les monter ensemble, comme dans un jeu de Lego. Le tout formera à terme un musée dédié aux recherches en matière d'impression 3D de bâtiments. Ben faisons ça maintenant. Oh là là. C'est quoi cette matière qu'on utilise ? C'est un plastique biologique qu'on développe avec nos associés qui est fait de 75% d'huile végétale. Et en fait, c'est une sorte de mixture entre de la colle et du plastique. Et quand est-ce que moi ou mon fils, on sera en mesure de se faire imprimer une maison ? Dans combien d'années ?
Plus ou moins, hein. C'est difficile à dire parce qu'on peut déjà imprimer de la matière. Maintenant, si vous voulez votre maison... Ah oui, je veux une maison à moi. Hein. Si vous voulez la maison en entier, c'est pas tout de suite. Je dirais à 10 ans. À 10 ans? C'est assez Ouais. court, hein. Imprimer nous permet de faire plus de design à la demande. Donc peut-être que dans le futur, vous ne direz pas « je veux construire une maison, mais je veux une maison pendant 5 ans ». Et après, peut-être que ma famille s'agrandit et donc j'imprime une maison plus grande. Et puis je veux que ma grand-mère vienne habiter avec nous et donc j'imprime une petite maison pour ma grand-mère au-dessus de ma maison. Donc je crois que ce concept nous mène vers quelque chose de plus flexible. Exactement. Une nouvelle façon de penser l'architecture, une architecture personnalisée. À Amsterdam, l'architecte me parle aussi d'un autre type d'imprimante 3D mise au point par le professeur Berok Kochnevis. Cette imprimante colossale peut construire une maison dans les 24 heures. Le robot de Kochnevis est équipé d'une buse qui crache du béton et peut construire une maison basée sur un modèle de série. Cette contour crafting intéresse la NASA pour l'assemblage futur de ses bases lunaires. Bon là, Gaspard, je me rends compte que ta génération aura vraiment les moyens de consommer de manière responsable vis-à-vis du monde qui vous entoure. Mais il y a une chose contre laquelle, selon moi, ta génération aura du mal à lutter, c'est la durée de vie très courte des objets de notre quotidien. Alors tu vas peut-être pas me croire, mais à mon époque, ça c'était un smartphone. Oui. Ça c'est Internet. Ça c'est Google ou Yahoo. Et ça, c'est un lecteur MP3. Et ces objets, ils fonctionnent encore aujourd'hui, figure-toi. Est-ce qu'à 24 ans, en 2038, toi aussi, tu devras remplacer tous les 4 matins tes objets du quotidien? Des collants qui craquent le 2e jour, une ampoule qui grille au bout de 40 heures. C'est un peu mon lot quotidien. Et ça, Gaspard, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Pendant mon séjour en Californie, j'entends parler de la plus vieille ampoule au monde encore en fonctionnement. Elle se trouve dans la caserne de pompiers de Livermore, une petite ville près de San Francisco. Cette ampoule éclaire depuis 1901. Oula, je suis pas sûre que c'est possible à cause du vertige, mais bon, je vais essayer. Ne vous inquiétez pas, on est derrière. Je sais que c'est unique, hein, c'est unique. Je me parle à moi-même. J'ai très très peur. Je vais pas monter peut-être jusqu'en haut. Oh! L'année prochaine, ça fera 1 million d'heures que cette ampoule est allumée. Et aujourd'hui, une ampoule normale? Alors une ampoule normale aujourd'hui, ça éclaire à peu près 1000 heures. Et si je la laisse allumer et que je l'éteins pas, alors là ça dure à peu près 40 jours et 40 nuits. Il y a quelque chose de biblique là-dedans. Ça a été le premier produit sur le marché victime de l'obsolescence programmée. Le premier produit où on nous a dit « on veut que vous changez vos ampoules toutes les 1000 heures ». En fait, à cette époque, on s'est dit que l'obsolescence programmée, ça sert à améliorer l'économie. Il y a eu cette grande crise, donc ils ont voulu améliorer l'économie et créer de l'emploi. S'ils avaient créé une voiture en 1925 qui dure 100 ans, ils auraient perdu beaucoup trop d'argent. C'est un vrai symbole, hein. Peut-être que les gens, du coup, vont créer, ou créent déjà d'ailleurs, des endroits où on peut réparer des objets. Peut-être que ça va se répandre partout. Exactement. Et là, ce sont les visiteurs? Exactement, les visiteurs du monde entier. Vous pouvez écrire en français, là, ça serait très bien. Oh bah, j'adore l'idée. Merci, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir, à bientôt. Pour en finir avec l'obsolescence programmée, il faudrait commencer par prolonger la vie de nos objets. Si les industriels ne s'engagent pas encore sur cette voie, des espaces d'un nouveau genre se développent. On les appelle les Fab Labs, pour laboratoire de fabrication. Une sorte d'officine qui mélange outils classiques et numériques, MacGyver et l'imprimante 3D. Et c'est à celui de la Cité des Sciences que je me rends aujourd'hui.
Bon, alors moi, je vous ai apporté énormément de choses. Attention au plateau. Oh là là. Non, c'est bon, ça rien. Ça y est, j'ai rien cassé. Non, mais parce qu'il faut faire très attention. Hein, non, il n'y a aucun problème. Si c'est cassé, on réparera. Oui, c'est vrai, je suis dans un Fab Lab. Alors, j'ai apporté énormément de chargeurs là qui marchent pas. Oui. Donc celui-là, par exemple, je l'ai acheté il y a une quinzaine de jours et il marche pas, mais dès la première utilisation. D'accord. En tout cas, on va regarder ensemble. C'est moi qui vais réparer ou c'est vous? Ah, c'est vous qui allez réparer. Moi, je vais juste essayer de vous aiguiller, essayer de dépanner quand je peux. Ouais. Mais c'est vous qui allez faire. Ouais. Dans un Fab Lab, on met des machines à disposition, mais aussi on essaie de fédérer une communauté où les gens essaient de s'entraider les uns avec les autres. Bon, c'est ça aussi l'esprit d'un Fab Lab, c'est qu'on n'est pas là pour réaliser à votre place, mais pour vous aider à le faire. Une quarantaine de Fab Labs ont déjà ouvert leurs portes en France. Un phénomène qui explose puisque tous les mois, un nouveau Fab Lab se crée. À ton époque, Gaspard, il se pourrait qu'on trouve des Fab Labs à chaque coin de rue. Oui, là, effectivement, c'est tout fondu, là, non? Donc ça a chauffé, ouais. Ça a bien chauffé. On peut essayer effectivement tout simplement de le ressouder, voir comment ça fonctionne. On va chercher des outils, et puis on va vous faire ça. On va essayer c'est Gaspard, c'est mon fils. D'accord, il est mignon. De toute façon, si vous avez dit le contraire... Ah, je me doute bien. Voilà. Alors, est-ce que ça a marché? J'ai peur. Ouais, je sais pas. Et s'il explose? Ah, ça marche. En fait, ce qui s'est passé avec Internet, où au début, justement, on avait beaucoup de cybercafés qui s'implantaient un peu partout, d'espaces publics numériques, en fait, c'est en train d'arriver aussi dans le monde de la fabrication. D'accord. Voilà, on mutualise des moyens pour faire des choses ensemble. Déjà, on est baigné de technologie, et plutôt que uniquement de les subir, on peut essayer aussi de s'en emparer. Oui, on va pas être les victimes de la surconsommation, quoi. Tout à fait. C'est une belle notion, hein, je trouve que... C'est un beau programme. J'ai l'impression qu'on va faire une génération là de gens solidaires. On est vraiment dans une logique. Ça s'appelle l'altruisme, David. On est en plein dedans. Ça me plaît pour mon fils. Moi, ça me plaît. Je préfère ça que le contraire. Le principe dans un Fab Lab, fabriquer sur mesure des pièces détachées pour prolonger ainsi la vie de votre aspirateur ou de votre machine à café. Soit on crée un fichier soi-même, soit on récupère des fichiers sur la plateforme commune. Toutes les idées prennent forme ensuite grâce à l'imprimante 3D. Les imprimantes 3D, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de partir d'un fichier qui est numérique, qui du coup peut être facilement diffusé et modifié, et qui va permettre par la suite de partir sur une impression physique de l'objet en tant que tel. Grâce aux imprimantes 3D, on peut aussi dans un Fab Lab donner une seconde vie aux objets. Transformer un pot de confiture en mug, faire de l'art avec de vieux appareils électroniques. Finalement, je me dis, les imprimantes 3D, il y a un truc que je comprends pas, c'est que on dit qu'on peut tout faire. Donc, pourquoi est-ce que je n'imprimerais pas mon chargeur? Alors, plutôt que de commencer à le réparer, à le souder. Le chargeur en lui-même, en fait, il est composé de plein de composants différents. L'imprimante 3D, son mode de fonctionnement, c'est qu'elle dépose de la matière qui, elle-même, ensuite est ajoutée couche par couche. D'accord. Donc là, ça veut dire que si on voulait avoir quelque chose qui a plusieurs matériaux différents, à ce moment-là, il faudrait qu'on ait, par exemple, plusieurs têtes qui déposent des matériaux différents. Mais on n'en est pas encore, en tout cas, à pouvoir réimprimer tel quel des chargeurs. David me propose gentiment de créer un socle sur lequel je pourrais poser mon smartphone pendant qu'il se charge, et du coup moins maltraiter le câble du chargeur. Voilà la bête. Voilà le fameux support de téléphone portable. C'est dingue. Bon, donc là, je le pose comme ça, comment ça marche? Ah, attends, parce que j'ai mon portable. On fait passer par-dessous. Ouais. Et on le pose. Hop là. Impeccable. Et voilà. Bon, je suis super contente. C'est mon premier objet imprimé en 3D. Tant mieux. J'imagine que pour Gaspard, ce sera vraiment monnaie courante. Mais moi, sa mère, qui suis vieille, évidemment, ça me fait un truc, quoi. Bon, il n'est pas dit que ce soit la ruée vers les Fab Labs non plus, parce qu'on a pris l'habitude de jeter et pas de réparer. Et puis, est-ce qu'on aura envie de passer un week-end entier à imprimer une pièce manquante dans un Fab Lab? Mais ce qui est sûr, c'est qu'en finir avec l'obsolescence programmée impliquerait un changement radical de notre société de consommation. La prochaine génération, quand elle aura 10 ans, possédera des imprimantes 3D. C'est-à-dire des centaines de millions d'enfants à l'école qui utiliseront ces imprimantes pour créer des objets de plus en plus sophistiqués, faits de matières recyclées. Et certains d'entre eux seront particulièrement doués pour cela et créeront des petites imprimantes 3D très perfectionnées pour les iPhones, par exemple. C'est tout le processus de fabrication qui se démocratisera pour la prochaine génération.
mais ça, j'étais pas au courant du tout, tu vois. Ah ouais. Avec toutes ces nouveautés, forcément, et tant mieux d'ailleurs, de nouveaux métiers vont apparaître. De toute façon, je suis pas sûre que suivre les traces de ta mère, ça aurait été une bonne idée, Gaspard, tu vois. Parce que moi, mon premier job, c'était ça. Alors, je sais pas où en sont nos mignonnettes de porc. Je les sors, donc vous voyez que je ne me brûle absolument pas. Hein. Voilà, tout doucement. Le porc, ça se cuit très très longtemps. Ouais. Bon, là, vous allez gagner effectivement du temps avec le grill vertical, mais on conseille toujours que le porc soit très bien cuit, hein, parce que comme ça... T'as bien vu, une présentatrice de téléachat, un peu là à contre-cœur. Et en 2040, à quoi est-ce que ça pourrait bien ressembler, une présentatrice télé ? Mesdames et messieurs, bonjour, on est ravis de vous accueillir dans LTA, le télé-shopping du futur, avec Kyoko. Bonjour Kyoko. Bonjour Agathe. Alors Kyoko, l'avantage c'est que, contrairement à moi, vous n'aurez jamais de problème de voix. Mais en tout cas, vous nous avez apporté l'insecticide du futur. C'est un produit star du téléachat que l'on vend depuis des années. Tout à fait Agathe. C'est un produit incroyable qui détruit tout type d'insectes et ce, en moins d'1 seconde. Quand même. Donc je vous laisse le vendre en 4 fois sans frais et je vous laisse faire du téléachat pour toujours. Ça vous va ? Ça me va. Au revoir Kyoko. Bisous. Arigatou gozaimasu. Bon, ça me fait un peu bizarre de juger une collègue, mais pour être franche, je suis quand même assez troublée. Je pourrais même m'en faire une copine, hein. Des robots qui remplacent les animateurs télé. Bon, c'est pas pour tout de suite. En revanche, dans l'usine japonaise Glory, un des leaders mondiaux des appareils de traitement de la monnaie, 18 robots humanoïdes sont venus se mélanger aux 200 salariés de la société. Alors il y a des robots comme ça, donc des machines articulées, et il y a des robots plus humanisés. C'est quoi la différence ? Étant donné que ce sont des robots humanoïdes, ces robots peuvent copier tout ce que les hommes faisaient. Avec les robots industriels que nous utilisons d'habitude, on ne peut faire que des actions très spécifiques. Les robots humanoïdes font, eux, toutes les actions basiques que les hommes faisaient avant. Les robots humanoïdes sont plus flexibles et plus autonomes que les robots classiques. Ils prennent le relais des humains pour des tâches simples, comme retirer des autocollants, visser de toutes petites pièces entre elles. Alors là, ils ont comme les humains, des yeux, des mains. Ils sont faits comme des humains. Ils ont les mêmes sens. Ils ont 2 caméras sur la tête pour les yeux et sur chaque main, il y a une caméra. Grâce aux caméras des bras, le robot va réussir à trouver l'objet et le prendre de façon précise. Les robots industriels, eux, ne sont capables de prendre un objet que s'il est dans un endroit précis et fixe. En revanche, pour ces robots humanoïdes, même si l'objet n'est pas à un endroit donné, ils peuvent quand même aller prendre l'objet. Nous voulons étendre l'utilisation de ces robots à des robots qui peuvent se déplacer. Ces robots seront capables à la fois de terminer un travail dans un endroit donné, de se déplacer dans un autre endroit pour faire un autre travail. Konnichiwa. Comment ça se passe la cohabitation avec les robots ? Vous n'avez pas eu un petit peu peur ? Vous n'avez pas dit tiens, j'ai un peu peur pour mon boulot, quoi, tout simplement, parce qu'ils vont pas à un moment nous remplacer ? Non, je ne pense pas que les robots vont me remplacer parce que les tâches des hommes et des robots sont totalement différentes. Je suis en bon terme avec eux. Les salariés remplacés par des robots n'ont pas été licenciés. Ils occupent tout simplement d'autres postes plus complexes et moins avilissants. Ce qui est génial, en fait, c'est que là, vous avez des employés qui travaillent jour et nuit, qui n'ont pas de vacances, qui se plaignent jamais en plus. Tout à fait. D'une part, les robots ne font pas d'erreurs, car ils suivent un processus précis et ils n'ont donc pas besoin d'être surveillés. D'autre part, ils n'ont pas besoin de temps de repos. Il y a même 3 robots qui travaillent toute la nuit.
Arigato gozaimasu. Si les androïdes prennent réellement des responsabilités dans notre société, ce qui va se passer, c'est que ça va nous libérer de certaines tâches qu'on donnera à faire à des androïdes plutôt qu'à des êtres humains. Donc ça devrait nous apporter encore plus de liberté. J'imagine même qu'ils puissent avoir le droit de vote, qu'ils puissent avoir des responsabilités politiques. Pourquoi pas ? Mais il ne faut pas en avoir peur, il faut sortir de la vision de Frankenstein. Je ne crois plus à l'ancien robot, je crois au nouveau robot qui est exactement comme nous, qui pense comme nous, qui arrive à tenir un dialogue, qui arrive à nous fournir une chose comme de l'amitié, qui arrive à nous fournir quelque chose comme de l'amour. Pourquoi pas ? Bon Gaspard, je peux te l'avouer maintenant, j'ai pas une grande conscience écolo. Mon rêve, ce serait que tout aille bien, mais surtout sans effort. Mais finalement, quand je vois toutes ces initiatives, je sors de là un peu plus responsabilisée. Et puis surtout rassurée pour toi. Enfin un peu, hein, mais c'est pas du luxe, crois-moi. Ça va être une génération, si l'évolution se poursuit dans la bonne direction, qui va être plus consciente, qui va être plus en phase avec la nature, qui va être plus en phase avec la collectivité humaine, qui va être plus en phase avec elle-même. Ça va être un être humain reconnecté à lui-même, reconnecté aux autres, reconnecté à la vie, à la nature, aux animaux, à l'espace. Du coup, j'imagine un petit peu mieux ta vie de demain. Dans un environnement plus vert, avec ton imprimante 3D, tu seras sans doute plus mobile que moi. Ta fiancée se lavera des pieds à la tête avec le même savon. Elle s'achètera jamais de vêtements neufs. Enfin bref, elle sera ultra écolo, mais canon en même temps. Enfin surtout, le mot écolo n'existera même plus avec un peu de chance. Il faut libérer les énergies pour les jeunes générations. Ouvrez les portes et renouvelez l'air. Laissez-les construire cette nouvelle économie et nous amener vers un monde plus démocratique et une économie durable. Quoi qu'il en soit, j'ai bien envie d'y vivre longtemps, moi, dans ton monde. Tu vas rêver de papa, de maman. Surtout pour rester près de toi. Let's go baby for a while, running that to keep a smile. Ah, tu me fais méga flipper. Ah oui. T'es pas beau du tout. Ta maman ne s'occupe pas bien de toi. Tu n'as pas d'oreille. Ben non, c'est ça. Non, mon bébé. Oh, c'est mignon quand même. Ah bah oui, mignon.